Bonjour à tous et bienvenue de nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par l'ambassadeur Chas Freeman, ancien secrétaire adjoint à la Défense des États-Unis. Merci d'être revenu dans l'émission. C'est un plaisir de vous revoir, mon ami. Heureux d'être avec vous, Glenn. Aujourd'hui, je voudrais donc, je suppose, prendre un peu de recul et examiner le changement dans l'ordre mondial et la manière dont les pays se repositionnent. Parce qu'après la guerre froide, je me souviens de l'immense optimisme, des convictions politiques qui reflétaient en quelque sorte la théorie selon laquelle nous avions atteint la fin de l'histoire. Et le monde était censé adopter la démocratie libérale, les droits de l'homme, et s'aligner sous la direction des États-Unis. Et cela devait être, vous savez, tellement paisible que cela en deviendrait presque ennuyeux. C'était la thèse. Et encore une fois, cela a presque été adopté comme une évidence par de nombreux responsables politiques au cours des années suivantes. Mais si nous avançons jusqu'à aujourd'hui, nous voyons maintenant l'OTAN avoir déclenché une guerre par procuration contre la Russie. Les États-Unis ont bombardé les réacteurs nucléaires de l'Iran. Nous nous sommes alliés à Al-Qaïda et à l'État islamique dans des endroits comme la Libye et la Syrie. L'objectif à Gaza semble être un nettoyage ethnique total. Il y a une obsession à vouloir briser la Chine et peut-être même à faire la guerre. Et maintenant, il semble que Washington envisage une frappe de décapitation contre le Venezuela. Si nous regardons l'Europe, nous pouvons observer tout, du déclin économique et démocratique à l'enthousiasme pour la guerre, en passant par un effondrement de la pertinence. Et j'imagine que ce sentiment de désespoir semble aussi renforcer les extrémistes. Pendant ce temps, si l'on regarde vers l'Est, les géants eurasiens semblent construire un nouveau monde, économique et politique, sans nous. Et j'ai pensé qu'il valait mieux en parler avec vous, puisque vous étiez là dans les années 1990. Vous étiez alors secrétaire adjoint à la Défense. Vous avez également joué un rôle central dans la planification de l'architecture de sécurité de l'après-guerre froide. Maintenant que nous en sommes là, quel est votre diagnostic? Parce qu'on est passé d'un immense optimisme qui, on le sent, était sincère chez beaucoup de responsables politiques. Et pourtant, à un moment donné, on a déraillé, on dirait. Comment en est-on arrivé à cette situation? Eh bien, c'est un très bon résumé de beaucoup d'événements qui se sont produits. Vous m'avez rappelé qu'avant d'être secrétaire adjoint à la Défense, j'étais ambassadeur auprès du Royaume d'Arabie Saoudite lorsque Saddam Hussein et l'Irak ont envahi et tenté d'annexer le Koweït. Je me souviens du tout premier télégramme, hautement classifié, restreint et bref, que j'ai rédigé après cela, dans lequel j'indiquais que nous ne pouvions pas conseiller au président, George H.W. Bush, d'accepter que le nouvel ordre mondial qui suivrait la guerre froide commence par l'annexion d'un petit pays par un agresseur plus grand, et que nous devions renforcer le droit international, ainsi que les idéaux de la Charte des Nations Unies. Et je pense que la seule chose de ce télégramme qui a été retenue, c'est l'expression « nouvel ordre mondial », qui a été immédiatement déformée pour devenir une sorte de concept conspirationniste hégémonique. Mais il s'est avéré qu'au final, c'est ce que c'est devenu. Je pense que ce qui s'est passé maintenant, c'est que le moment unipolaire que Charles Krauthammer avait identifié a clairement complètement disparu. Et on peut le voir dans tous les domaines. Je ne sais pas si vous avez regardé le 3 septembre. Il y a eu un grand défilé militaire à Pékin après la réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui a maintenant donné naissance à un certain nombre de nouvelles institutions, y compris une banque de l'OCS, apparemment en cours de création, afin de faciliter l'intégration de la planification du développement à travers pratiquement toute la partie non-européenne du continent eurasien.
Fait intéressant, la réaction américaine à cela est de penser que tout est dirigé contre les États-Unis. Je ne le crois pas. Je pense que l'objectif est de faire ce que l'initiative La Ceinture et la Route cherche à accomplir, à savoir intégrer l'Asie proche dans l'espoir que si cet espace commun est interconnecté de la bonne manière, la Chine, qui est le principal promoteur de l'initiative La Ceinture et la Route, émergera naturellement en raison de sa taille et de son dynamisme comme le leader de l'Eurasie. D'un point de vue stratégique, en parlant de considérations géostratégiques, la grande crainte des stratèges américains a toujours été que l'Eurasie tombe sous un contrôle hégémonique et menace les États-Unis. Il ne s'agit pas d'un contrôle hégémonique de la part de la Chine, de la Russie, de l'Inde, de l'Iran, du Pakistan ou de tout autre participant de l'Organisation de coopération de Shanghai. Mais c'est une étape vers la fusion du groupe des BRICS, qui inclut le Brésil et d'autres pays qui ne se trouvent pas sur le continent eurasiatique, avec l'intégration des BRICS et de l'OCS dans une structure unique dont les États-Unis sont exclus, principalement par choix. Lorsque la Chine a fondé la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, elle a invité Washington à y adhérer. Les États-Unis ont décliné, Tokyo aussi. Sinon, à peu près tout le monde dans le monde a rejoint cette organisation qui, au lieu de s'avérer être une déviation de l'ordre d'après-guerre, s'est révélée en être une affirmation suivant les mêmes règles que la Banque mondiale et souvent cofinançant avec elle dans de nombreux cas. Donc, je pense qu'il faut immédiatement souligner un point. Ni les BRICS, ni l'Organisation de coopération de Shanghai, ni les autres organisations régionales en train de voir le jour ne cherchent à renverser l'ordre d'après-guerre, contrairement à ce que prétendent les États-Unis et d'autres. Elles veulent le restaurer, car il a été attaqué et démantelé par les États-Unis. Ainsi, on voit des appels à restaurer le pouvoir, l'autorité et le champ d'action de l'Organisation mondiale du commerce émanés de l'OCS, des BRICS. On voit des références à la Charte des Nations Unies, ce qu'on ne voit plus dans les déclarations occidentales aujourd'hui. Vous voyez une affirmation de l'ordre westphalien, une insistance sur la souveraineté nationale, la liberté de choix, la liberté de système et l'immunité contre toute intervention dans les affaires intérieures. Cela se passe dans une partie du monde qui forme un bloc, uni uniquement par sa décision d'exclure les États-Unis. Nous venons d'avoir une illustration de ce qui se passe dans la partie du monde où les États-Unis continuent d'exercer leur liberté d'action, avec la violation par Israël de la souveraineté qatarienne. Une attaque surprise contre un complexe résidentiel à Doha, la capitale du Qatar, impliquant probablement la violation de l'espace aérien jordanien, saoudien et irakien par 10 avions de chasse et bombardiers israéliens furtifs, des F-35 d'un type ou d'un autre. Et nous voyons le monde condamner cela pour deux raisons. Premièrement, l'assassinat est un moyen inapproprié, illégal, indécent, inhumain et inefficace de mener une politique étrangère. C'est un point sur lequel le monde entier, à l'exception de Donald Trump, s'accorde. Il n'a pas condamné l'assassinat, qui s'est avéré viser les mauvaises personnes à Doha. De toute évidence, après avoir éliminé le général Soleimani lors de son premier mandat, il n'a aucune objection à l'assassinat transnational. Et Israël est l'héritier des Hachashim, c'est-à-dire des terroristes ismaéliens apparus à la fin du Xe siècle et qui ont terrorisé le Moyen-Orient pendant 2 siècles avant d'abandonner cette tradition. Israël mène une politique étrangère qui ne tient absolument pas compte du droit international. Cruelle, sadique, et largement fondée sur la théorie fallacieuse selon laquelle on peut changer les tendances en assassinant les dirigeants des organisations concernées.
Quoi qu'il en soit, je pense que le principal phénomène en cours en termes de réorganisation, c'est que l'Occident se replie sur lui-même, comme dans une citadelle, tandis que le reste du monde progresse. On observe la mondialisation se poursuivre partout en dehors de la région transatlantique. L'Europe et l'Amérique du Nord, à l'exception du Canada, se montrent désormais hostiles aux processus mêmes qui ont apporté la prospérité et sorti des populations de la pauvreté à travers le monde, alors que ces dynamiques continuent ailleurs. Nous venons par exemple d'assister à un amendement de l'accord de libre-échange entre la Chine et l'ASEAN, qui va considérablement renforcer les relations commerciales et d'investissement entre la Chine et l'ASEAN. L'ASEAN est déjà le premier partenaire commercial de la Chine, c'est-à-dire l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, qui s'apprête à accueillir le Timor oriental. Nous voyons donc émerger des regroupements régionaux qui, dans un domaine ou un autre, sont assez puissants et qui n'ont en commun qu'une seule chose, l'absence des États-Unis. Voilà pour le moment unipolaire. Eh bien, je voulais dire que si vous aviez regardé ce défilé du 3 septembre à Pékin, vous auriez été fortement impressionné par le fait que la Chine est désormais capable de se défendre. Et ce défilé avait pour but de le démontrer. Nous sommes là, ne nous cherchez pas d'ennui. 4 jours plus tard, le 7 septembre, c'était la fête du Brésil, la fête nationale du pays. Il y a eu un défilé militaire au Brésil, très coloré, très impressionnant. Mais ce qui était encore plus impressionnant, c'était le nombre immense de personnes assistant à ce défilé, portant des chapeaux affirmant la souveraineté brésilienne face aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'un président américain, pétulant et impétueux, a exigé des changements dans les pratiques constitutionnelles internes du Brésil et dans l'état de droit afin de protéger son grand ami, Jair Bolsonaro, qui a tenté un coup d'État contre une élection d'une manière assez similaire à ce que M. Trump a tenté le 6 janvier 2021. De toute évidence, nous assistons à l'émergence d'un monde dans lequel, comme vous le savez, je préfère le terme multinodal à multipolarité. Des réalités multinodales sont en train d'apparaître. Des pôles sont mis en place par des associations régionales qui cherchent à reproduire et à restaurer le monde perdu de l'ordre d'après-guerre, parrainé par les États-Unis, avec son respect de l'état de droit, la création d'institutions communes pour réguler les relations entre États, la libéralisation des régimes commerciaux et d'investissement, et son ouverture à l'innovation. Tout cela a disparu en ce qui concerne la région transatlantique. Je parle depuis bien trop longtemps, et je n'ai probablement rien dit de significatif, mais je pense que je vais m'arrêter ici. Il y a bien d'autres aspects à considérer. Eh bien, vous avez mentionné Krauthammer, qui en 1990 a inventé le terme « moment unipolaire » pour signifier qu'il n'y avait qu'un seul centre de pouvoir. Or, dans cet article, j'ai trouvé intéressant qu'il avance en quelque sorte que c'est simplement la réalité de la répartition du pouvoir, donc il faut agir en conséquence. Cependant, à l'avenir, le monde sera alors composé de plusieurs pôles de pouvoir, mais nous nous adapterons à ce moment-là. Je me souviens qu'en lisant, je me suis dit que c'était bien ainsi, à l'époque. Mais 30 ans plus tard, il y a toute une nouvelle génération de responsables politiques qui ont grandi avec la conviction idéologique que c'est l'état normal des choses, que l'Occident politique sera toujours au sommet. C'est ainsi que la sécurité se construit. C'est ainsi que nos valeurs peuvent survivre. Tout en dépend. Donc, l'idée selon laquelle la répartition change et que nous allons simplement ajuster notre politique en conséquence ne se vérifie pas vraiment. Je trouve cela très regrettable, car comme vous l'avez dit, l'Eurasie est désormais équilibrée. Il n'y a pas d'hégémon capable de la dominer entièrement.
c'est très différent du passé. Au XIXe siècle, les Britanniques avaient de bonnes raisons de craindre l'Empire russe, qui semblait avoir à la fois l'intention et les moyens de poursuivre une hégémonie en Eurasie. Au XXe siècle, il y avait les Soviétiques, qui, selon moi, avaient les capacités et peut-être l'intention de devenir un hégémon en Eurasie. Mais aujourd'hui, même la Chine, la plus puissante, ne peut pas dominer la région. Si elle devait renoncer, je suppose, à ses idées de multiples centres de pouvoir et de diversité civilisationnelle, au profit d'un modèle hégémonique, même ses amis les plus proches, comme les Russes, se retourneraient contre elle. Il existe donc désormais cet équilibre des pouvoirs en Eurasie. Mais malgré tout, nous ne participerons pas à ce blocage. Comme vous l'avez également suggéré, en 2015, lors du lancement de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, Madeleine Albright a fait remarquer que nous essayons de l'isoler, mais qu'au final, c'est nous qui nous sommes retrouvés isolés. C'était la leçon, et cela aurait été une leçon importante si nous l'avions apprise, je suppose. Mais il semble que nous répétions la même erreur. Je voulais toutefois vous interroger sur ce que vous percevez concernant le partenariat entre les États-Unis et l'Europe. Car pour les Américains, même lorsqu'ils voulaient éviter les affaires européennes et se souciaient peu des impérialistes européens, ils reconnaissaient tout de même que le monde était eurocentrique. Et bien sûr, après la Seconde Guerre mondiale, les Américains sont devenus de fait une puissance européenne en étant la force dominante sur le continent. Mais avec l'émergence de ce nouveau monde, que voyez-vous advenir de ce partenariat transatlantique? Car c'est quelque chose que les Européens n'ont pas l'imagination politique de concevoir comme pouvant changer. Donc, à quoi vous attendez-vous ici? Eh bien, cela fait beaucoup de questions. Permettez-moi de commencer par la question de l'Europe, car certains des indicateurs de ce qui va se passer apparaîtront, je pense, dans le cadre des consultations de l'article 4 de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, à la suite de la violation de l'espace aérien polonais par la Russie avec des drones, dont 4 auraient apparemment été abattus assez profondément à l'intérieur du territoire polonais. Je ne pense pas, contrairement à ce que semble croire le secrétaire général de l'OTAN, qu'il s'agissait d'un effort délibéré de la Russie pour tester la détermination de l'OTAN. Je suis certain qu'il y a une autre explication. Je sais que Moscou a, de façon assez prévisible, nié que ce soit le cas. Mais la question de l'article 4, qui est le mécanisme de consultation de l'OTAN, en réponse à la conviction d'un État membre que sa sécurité, son intégrité territoriale ou son indépendance sont menacées, nous en dira beaucoup sur la manière dont fonctionne aujourd'hui la relation transatlantique. Il y a toujours un général américain à Mons. Les États-Unis restent la puissance dominante à Bruxelles et au sein de l'OTAN. Les Européens, cependant, semblent de moins en moins unis, de moins en moins capables de réagir aux événements. Je veux dire, nous voyons des situations comme le renversement, je crois, du 5e gouvernement sous Macron en France et un mouvement appelé « Bloquons tout », nous allons tout bloquer, ou « Bloquons tout », qui est une mesure du désenchantement de la population dans une démocratie occidentale, vis-à-vis de ses dirigeants. Je pense que c'est un phénomène assez général. On peut l'observer en Allemagne, où je crois que le chancelier Merz n'est pas en phase avec la majorité de l'opinion allemande sur des questions cruciales pour l'avenir du pays. Le seul pays, curieusement, qui semble, au sein du groupe traditionnel d'Europe occidentale, ne pas être autant troublé par cela, c'est l'Italie, sous Meloni, qui est une fasciste déclarée, mais apparemment une fasciste assez douce. Donc, je pense que la relation entre les États-Unis et l'Europe est en train d'évoluer. Monsieur Trump, vous savez, lors de son premier mandat, a tenté de retirer beaucoup de forces d'Europe. Il n'a pas réussi,
parce que l'establishment, ce qu'on appelle l'État profond, s'y est opposé. Je pense qu'il est très probable qu'il le fasse maintenant. En fait, il y a des signes en ce sens. Si vous lisez le projet de stratégie de sécurité nationale qu'Elbridge Colby et d'autres ont élaboré, vous constatez un repli des États-Unis vers l'hémisphère occidental, où nous semblons proposer d'exercer une forme d'hégémonie beaucoup plus affirmée, rappelant la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Nous semblons également nous considérer libres, dans cette sphère, de commettre des meurtres en haute mer, d'éliminer des personnes que nous n'avons jamais identifiées, mais que nous affirmons impliquées dans un acte criminel. Plutôt que d'arraisonner le hors-bord, nous l'avons bombardé et détruit. Nous ne saurons donc jamais qui ils étaient, ni s'ils transportaient ou non de la contrebande. Voilà donc un autre ensemble de changements. Mais vous avez soulevé toute une série de questions. Permettez-moi de revenir à la Nihilation Organizational Norpersonal de Shanghai. Meeting of the Shanghai Cooperation Organization. There are 4 great power centers. Il existe 4 grands centres de pouvoir sur le continent eurasien. Si l'on considère l'Europe et l'Inde comme des extensions de l'Eurasie, voire comme des péninsules. 3 d'entre eux étaient présents à Tianjin. Un seul était absent, et c'était l'Europe. L'Europe est de plus en plus éloignée des États-Unis. Les États-Unis se ferment en tant que marché pour tous, pratiquent le protectionnisme et adoptent un comportement erratique et imprévisible qui rend toute relation efficace avec eux très difficile. Il suffit de demander à Hyundai ou à la Corée du Sud ce qu'ils pensent de l'incroyable descente des services d'immigration sur leurs plus gros investissements aux États-Unis. Un projet de 7,2 milliards de dollars en Géorgie pour produire des batteries et des véhicules électriques. Ce projet est désormais suspendu, et j'ignore ce que l'avenir lui réserve. Les États-Unis ne disposent pas de la main-d'œuvre qualifiée nécessaire pour faire fonctionner cette usine. Ils n'ont pas non plus la politique d'immigration requise pour permettre l'importation légale d'une telle main-d'œuvre. Je ne sais donc pas où cela va mener. Mais les Européens sont confrontés à un dilemme similaire. Nous constatons un affaiblissement des liens transatlantiques. Le tourisme est en forte baisse parce que les gens craignent ce qui pourrait leur arriver s'ils se retrouvent sous la juridiction de la police de l'immigration américaine et sont soumis à l'illégalité de ces forces dans ce qui devient un État policier émergent aux États-Unis. Encore une fois, je pense que les consultations concernant l'intrusion en Pologne seront très révélatrices. Je remarque autre chose. Encore une fois, vous posez tellement de questions en une seule fois que je vais essayer de rendre justice à votre intervention. Vous savez, le moment où Israël a attaqué Khan Younis au Qatar correspond essentiellement au jour où l'Assemblée générale de l'ONU s'est réunie. Et l'un des principaux points à l'ordre du jour de l'Assemblée générale est la reconnaissance d'un État palestinien. Un autre point à l'ordre du jour, même avant cela, était d'utiliser le mécanisme uni pour la paix afin que l'Assemblée générale puisse passer outre le droit de veto des États-Unis au Conseil de sécurité. Je pense que la probabilité que ça se produise vient d'augmenter considérablement. Je sais que même une Europe désunie sous la direction de von der Leyen a finalement suspendu les transactions avec Israël, qui profite à ce pays dans le contexte de sa tentative d'anéantissement des Palestiniens. L'Espagne, un pays qui semble remarquablement raisonnable dans le contexte actuel, tant en ce qui concerne la non-surestimation de la menace russe qu'en ce qui concerne sa réaction avec dignité et respect du droit face aux horreurs au Levant, en Israël et en Palestine, vient de prendre des mesures énergiques pour suspendre la plupart de ses relations avec Israël. Et je ne pense pas qu'on puisse négliger cela comme une tendance dans la transformation globale de la politique mondiale.
Israël s'est révélé être un État criminel, cruel, sadique, sans aucune retenue face aux règles. Et cela me ramène à votre remarque sur l'ordre fondé sur des règles, pour ainsi dire, qui était une spécialité du G7 sous l'administration Biden. En gros, c'est nous qui faisons les règles. C'est nous qui décidons qui doit les suivre. C'est nous qui décidons qui en est exempté. Nous nous exemptons nous-mêmes. Mais pour le reste du monde, serrez les rangs et faites ce qu'on vous dit. Ce n'est pas un ordre mondial fondé sur le droit international. Ce n'est pas l'ordre d'après la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose de tout à fait différent. Cela ressemble davantage à une tyrannie qu'à la relative démocratie de la politique d'une époque antérieure. Et face à tout cela, nous voyons, comme je l'ai dit, diverses coalitions régionales se former. En Europe, nous avons la coalition des illusionnés qui s'occupe de l'Ukraine. À Tianjin, nous avons vu la coalition des défiants et des défensifs qui refusent de se soumettre, qui n'acceptent pas les intrusions dans leur souveraineté. Il y a, bien sûr, un peu de rétropédalage. Personne ne veut prendre de risques. Ainsi, nous voyons les Indiens qui ne se sont jamais laissés tenter, qui n'ont jamais mordu à l'hameçon que les États-Unis leur ont tendu pendant des décennies pour s'aligner contre l'Union soviétique, la Russie ou la Chine. Nous les avons vus faire un léger rétropédalage, parce que leur politique fondamentale de non-alignement exige au moins une relation modérément bonne avec les États-Unis. Ils espèrent donc un répit face à l'antagonisme actuel. Beaucoup de choses sont donc en mouvement. Il est très difficile de dire où tout cela aboutira dans le détail. Mais je soupçonne que si l'on regarde dans 30 ans, puisque vous avez évoqué la question de l'illusion de Francis Fukuyama sur la fin de l'histoire, si l'histoire continue effectivement pendant encore 30 ans, si nous ne nous autodétruisons pas ou ne nous faisons pas cuire à mort dans une crise climatique, je pense que nous verrons un certain nombre d'associations régionales coopérer dans quelque chose qui ressemblera à l'ordre d'après-guerre, mais en excluant les États-Unis de celui-ci. Il y a peut-être quelques pays associés aux États-Unis, mais je ne pourrais pas en nommer immédiatement, étant donné le comportement actuel de l'administration Trump, qui est intimidant, extorqueur, imprévisible et peu fiable. On dit donc, et je conclurai là-dessus, que le Qatar est un grand allié des États-Unis. Bien sûr, c'est un abus de langage. Ce n'est pas un allié, il n'a aucun engagement envers les États-Unis, mais c'est un partenaire des États-Unis. La plus grande base aérienne des États-Unis au Moyen-Orient n'a apparemment pas pu détecter ni défendre contre une attaque israélienne. Peut-être avait-elle été prévenue à l'avance d'ignorer les preuves, car il existe de nombreux éléments indiquant que l'administration Trump, malgré ses démentis, était au courant à l'avance. Alors, si vous êtes le Qatar et que, comme l'Inde, vous suivez une politique de non-alignement ou d'alignement multiple comme stratégie d'équilibre, que faites-vous? Pouvez-vous faire confiance aux États-Unis pour vous défendre? Évidemment non. Le contrat américain de 42 milliards de dollars pour fournir des équipements de défense aérienne et autres au Qatar sera-t-il remplacé par un contrat chinois? Si vous vouliez créer une situation où le Qatar et la Chine auraient toutes les raisons de coopérer, c'est exactement ce que vous venez de faire, car les Chinois croient fermement à la souveraineté. Ils ont publié la déclaration la plus forte qu'ils aient jamais faite pour condamner les violations de la souveraineté par Israël. Comme les pays du Moyen-Orient, ils ne sont pas prêts à accepter une domination israélienne dans les airs, une hégémonie aérienne, si l'on veut. Israël se prépare à attaquer à nouveau l'Iran. La dernière fois qu'il l'a fait, cela a entraîné une frappe iranienne sur la base aérienne d'Al-Udeid, la base qatari exploitée par les Américains.
Un autre point important est que les États de la région, y compris les Émirats arabes unis, qui ont participé au soi-disant accord d'Abraham, ont également condamné fermement Israël, tout comme l'Arabie saoudite. Et ils sont en train de se regrouper dans une coalition anti-israélienne. Pour la première fois, ils semblent le faire ouvertement. J'ai précédemment émis l'hypothèse que cela constituait en réalité un moteur majeur du rapprochement entre l'Iran et ces pays, les pays arabes du Golfe. Je pense que cela a été encore renforcé, malgré la menace qui pèse sur l'Iran. Des événements déterminants sont en train de se produire, non seulement en Asie de l'Ouest, non seulement en Europe de l'Est, mais sur l'ensemble du continent eurasiatique, en Amérique du Sud, dans le bassin des Caraïbes, où les États-Unis menacent de changer de régime et d'envahir le Venezuela, et en Afrique, qui connaît de multiples bouleversements, certains tout à fait horribles, d'autres porteurs d'espoir. Ainsi, le monde est en pleine mutation, d'une manière que nous ne semblons pas capables de gérer. Pour un pays comme Israël, qui a entièrement misé sur les États-Unis, cela doit être très déstabilisant, car si les États-Unis ne peuvent pas protéger le Qatar, ils ne peuvent pas non plus protéger Israël, comme cela a été démontré lors de la riposte iranienne à l'attaque surprise israélienne en juin. Tout ce que les États-Unis et Israël ont pu faire n'a pas suffi à protéger les installations militaires et d'infrastructures en Israël. Et s'il y a un nouveau round, ce qui semble probable, je m'attends à ce que l'Iran dévaste Israël. Oui, j'ai du mal à comprendre la politique israélienne. Pourtant, car on pourrait s'attendre, comme tu l'as dit, qu'il n'ait pas eu à faire de compromis au cours des dernières décennies, puisqu'ils se sont alliés aux États-Unis. Mais si tu constates que ton principal soutien est en déclin relatif, tu pourrais supposer qu'il voudrait conclure un nouvel accord aujourd'hui, quelque chose qui consolide le statu quo, le rende acceptable pour les voisins. Donc faire les concessions nécessaires. Mais au lieu de cela, c'est l'inverse. C'est comme jeter toutes les pièces d'échecs en l'air, en espérant qu'elles retombent de façon favorable. C'est encore pire que cela, en réalité, Glenn, car l'Assemblée générale de l'ONU approche. Je pense qu'il y a de bonnes chances que l'adhésion d'Israël soit suspendue, comme celle de l'Afrique du Sud, lorsque le monde a finalement pris conscience des horreurs de l'apartheid. Je pense qu'il est probable qu'il y ait une résolution unie pour la paix ou quelque chose de similaire pour prendre des mesures contre Israël. Je doute qu'il y ait une intervention militaire, qui serait la seule réponse concrète à l'agression israélienne. Mais il pourrait bien y avoir des mesures punitives contre Israël autorisées par l'Assemblée générale, malgré le veto des États-Unis. La question de la viabilité du système onusien s'est posée, alors que le monde se régionalise et se mondialise en dehors de New York. De nombreux pays exigent désormais le retrait de l'ONU de New York, car les États-Unis ne respectent plus l'accord de siège et ont interdit la délégation palestinienne qu'ils ont pourtant l'obligation d'accueillir selon cet accord. Nous avons vu l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, être en grande partie détruite. Nous assistons peut-être maintenant à la destruction de l'ONU. Quelque chose de nouveau émergera pour la remplacer. Something new will arise in its place. The League of Nations failed after all and was replaced by the UN. La Société des Nations a échoué, après tout, et a été remplacée par l'ONU. Mais quoi que ce soit qui remplacera l'ONU devra, pour reprendre le commentaire de Krauthammer, refléter la constellation du pouvoir dans le monde. Et cette constellation n'est plus concentrée en Occident. Le fait que la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis, ainsi que la Chine et la Russie, est un siège permanent au Conseil de sécurité, reflète une époque révolue. La Grande-Bretagne et la France ne sont plus des puissances mondiales aujourd'hui, même si elles aimeraient l'être. Et les États-Unis n'exercent plus la même influence sur le monde qu'autrefois.
Je pense donc que de nombreux événements convergent actuellement et servent de catalyseur au changement. Mais nous ne pouvons pas dire exactement quel changement en résultera. Je voulais toutefois poser une question sur l'Iran, car il semble être un véritable élément imprévisible. Encore une fois, si l'on regarde les grandes puissances eurasiennes, beaucoup de leurs intérêts paraissent très clairs. Par exemple, les Russes et les Chinois ne veulent pas être contenus, donc ils doivent collaborer pour créer un système économique alternatif. Nouvelles monnaies, corridors de transport, technologie, tout cela. Les Indiens, bien sûr, ne vont pas s'aligner aussi fortement parce qu'ils tiennent à rester non alignés. Ils chercheront donc une opportunité de coopérer avec tout le monde, y compris les États-Unis, en espérant que la situation finira par se calmer. Mais l'Iran reste assez prudent quant à devenir trop dépendant d'une puissance extérieure. Mais il a beaucoup d'ennemis. Et comme vous l'avez dit, Israël, tout comme les États-Unis, ne semble pas en avoir fini avec l'Iran. Qu'attendez-vous? Je veux dire, si vous conseillez les Iraniens, quel genre de conseil, ou plus généralement, quelle direction pensez-vous qu'ils pourraient prendre? Parce que, malgré ce qu'on pourrait appeler un certain succès dans cette guerre de 12 jours contre les Israéliens, ce n'est pas une position enviable, car ils ne peuvent pas vraiment infliger trop de dégâts aux Israéliens non plus, puisque les Israéliens pourraient utiliser une arme nucléaire. Après tout ce que nous avons vu ces dernières années, je ne serais pas surpris que cela ne soit pas déraisonnable. Oui, eh bien, je pense que l'un des aspects qui distingue l'Iran, c'est qu'il s'agit, comme la Chine, comme la Russie le revendique, comme l'Europe dans son ensemble, d'un État civilisationnel. Il existe depuis des millénaires. Il a eu une existence cohérente, sous une forme ou une autre, depuis au moins 2500 ans. Par conséquent, son intérêt national suprême est la préservation de son identité nationale, de son indépendance, de son autonomie stratégique, bien sûr. Et pourtant, les États-Unis et Israël ont ensemble considérablement réduit les options de l'Iran. Cela m'amène aux effets de divers événements dans le secteur financier sur la portée des sanctions américaines. Nous avons au Sénat, avec 85 co-signataires, un projet de loi absurde qui introduirait des sanctions secondaires contre tout acheteur de pétrole ou de gaz russe. Cela signifie la Chine, l'Inde, en gros, cela revient à sanctionner le monde entier. Ce n'est pas viable. Cela échouerait. Cela provoquerait une crise majeure de l'économie mondiale qui en mourrait. Je ne pense donc pas que ce soit probable. Mais au-delà de cela, l'attitude qui sous-tend cette proposition crée de plus en plus de défis pour le système de monnaie unique qui prévaut dans le commerce et l'investissement mondiaux depuis l'accord de Bretton Woods de 1944. La suprématie du dollar s'érode rapidement. Et vous voyez les prémices de cela. Par exemple, dans la décision de diverses entreprises russes d'émettre des obligations panda, c'est-à-dire des obligations libellées en renminbi chinois, la monnaie yuan. Vous le constatez également dans les accords de swap entre de plus en plus de pays et le yuan chinois. Vous le voyez aussi dans le rapprochement entre l'Iran, la Chine et la Russie, en dehors du système SWIFT, c'est-à-dire la chambre de compensation bruxelloise pour les transactions monétaires internationales, duquel l'Iran a été exclu, tout comme la Russie en gros. Ainsi, un univers monétaire alternatif est en train de voir le jour. Et à ce sujet, il y a beaucoup de confusion. Je dirais qu'il y a une distinction entre monnaies de réserve. Les monnaies de réserve sont des devises qui sont détenues parce qu'on pense qu'elles ont une valeur stable et qu'elles préservent donc la valeur, et le règlement des échanges commerciaux.
Le règlement des échanges est la question fondamentale, et de plus en plus de transactions ne se font plus en dollars. De plus en plus se font dans d'autres devises, y compris la monnaie chinoise. Le commerce de la Chine aujourd'hui, je pense que la majorité est en fait réglée en yuan chinois. Donc, si votre monnaie est largement utilisée et acceptée comme mécanisme de règlement des échanges, de règlement des transactions, alors elle peut être considérée comme une monnaie de réserve. Ainsi, nous constatons en effet que de plus en plus de personnes détiennent des devises autres que le dollar comme monnaie de réserve. Parallèlement, cette année, le dollar a perdu environ 12% ou 13% de sa valeur par rapport aux autres devises. Il ne conserve donc pas sa valeur. Nous assistons à une attaque intérieure contre le principal pilier qui a maintenu le dollar au centre de l'économie mondiale, à savoir la Réserve fédérale. Le président tente de démanteler la Réserve fédérale et d'y imposer un agenda politique. Nous commençons à entrer dans une période où les effets des droits de douane se font sentir et une inflation massive se profile, alors même que l'économie entre en récession. Cela s'appelle la stagflation. C'est une recette pour un déclin supplémentaire. Donc, tous ces éléments se conjuguent et affectent l'Iran, car ils rendent un pays comme l'Iran de plus en plus capable de manœuvrer en dehors du système du dollar, de plus en plus capable de résister aux sanctions basées sur le dollar. Cela ne veut pas dire que l'économie iranienne se porte bien. Ce n'est pas le cas. Et il y a beaucoup d'insatisfaction en Iran. Mais ici aussi, on observe l'effet des attaques américaines et israéliennes contre l'Iran, qui semblent, du moins pour un temps, avoir rallié la population derrière le régime. Ou peut-être que les Iraniens n'aiment pas le régime, mais ils se sont ralliés derrière leurs dirigeants au sein de ce régime. Donc, je ne sais pas où va l'Iran. Je pense qu'il est presque certain qu'Israël ne tolérera pas un Iran stratégiquement autonome. Ils continueront d'essayer de le faire tomber, à chaque fois. Nous avons observé un schéma récurrent. Il vient d'être reproduit au Qatar. C'est la conviction israélienne que si l'on élimine la direction, on change l'équation. C'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Nasrallah au Liban. C'est ce qu'ils ont tenté avec Sinwar à Gaza. C'est ce qu'ils ont essayé de faire en Iran avec l'assassinat de l'ayatollah et de Raisi, le président. Et c'est ce qu'ils ont tenté avec le Hamas. Cela ne fonctionne pas. Et pourtant, ils répondent à la définition de la folie selon Einstein, en répétant sans cesse la même chose, en espérant des résultats différents. Donc, s'ils attaquent l'Iran, je pense que l'Iran est bien mieux préparé à riposter qu'Israël ne l'est à lancer une attaque. Mais les Israéliens sont très malins et ils feront quelque chose d'inattendu. Et nul ne sait ce qui arrivera. J'aimerais poser plus de questions sur l'Europe, la coalition des Illus, mais je crois que nous n'avons plus de temps. Donc nous devrons remettre cela à la prochaine fois. La coalition des illusionnés ne se dissoudra pas dans un avenir proche. Sur ce, merci pour votre temps. Je vous en suis très reconnaissant. Merci, Glenn. Thank you, Glenn.